Bonjour à tous et bienvenue dans votre Dimanche en politique. Nous sommes à Nîmes aujourd'hui au musée de la Romanité. Son ouverture est l'événement qui lance la saison touristique, période phare pour l'économie régionale. Le tourisme est en effet le premier secteur d'activité dans l'ex-Languedoc-Roussillon qui accueille chaque année 15 millions de touristes et représente près de 60 000 emplois. Un secteur qui, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, manque de dynamisme avec une clientèle peu diversifiée, un tourisme très saisonnier et concentré sur le littoral. Et bien un tourisme qui a donc décidé de miser sur son patrimoine, sur son histoire et sur sa viticulture. Du vin et des Romains, c'est donc le thème de ce dimanche en politique. Et pour en parler, sur ce plateau, nous recevons Dominique Dard. Bonjour, vous êtes la conservatrice de ce musée. Merci de nous accueillir dans ce tout nouveau musée. Daniel Jean Valade, vous êtes l'adjoint au maire chargé de la culture à Nîmes. Et Jacques André, vous êtes le directeur adjoint de l'Office du tourisme de Cap d'Agde Méditerranée. Avant de parler de son contenu, de ce musée, de ses enjeux aussi, je vous propose d'en découvrir les extérieurs. Ce musée a coûté 59,5 millions d'euros, le bâtiment lui-même 38 millions d'euros. Un bâtiment qui est signé de l'architecte Elisabeth de Port-Sambarc. Je vous emmène découvrir l'extérieur et voir l'accueil que lui ont réservé les Nîmois. Le musée enjambe le rempart romain. On voit le tracé du rempart romain qui vient ici, qui ceinturait la ville et qui passe dans ce passage public qui a été créé et qui permet de relier en fait le parvis des arènes au jardin du musée. Conçu par Elisabeth de Port-Sambarc, le musée de la Romanité instaure un dialogue architectural entre deux bâtiments séparés par 2000 ans d'histoire. Un édifice contemporain de 9200 mètres carrés, ouvert sur la ville grâce à son jardin archéologique. Je ne vais pas faire un bâtiment qui existe par l'effacement, juste par ni le mimétisme, ni la copie, ni le reflet. Je vais faire un bâtiment qui montre que la création contemporaine aujourd'hui, elle est aussi forte qu'il y a 21 siècles. C'était ça l'objectif. À l'origine, des fouilles ont mis au jour 2 mosaïques en excellent état de conservation. Une découverte qui lancera en 2006 le projet d'un musée pour présenter ses œuvres. Il faudra attendre 9 ans pour voir enfin la pose de la première pierre. Un chantier titanesque, 23 000 tonnes de terre évacuée, 7 mètres d'excavation en sous-sol, 9 000 mètres carrés de béton, 800 tonnes d'acier, des travaux réalisés sur 3 années pour découvrir cette façade de verre rappelant une mosaïque. Peut-être qu'on aurait pu espérer, c'est qu'il y ait plus de lumière, vous voyez. Bon, le bas est vitré, mais le reste est quand même très fermé, replié. Qu'on joue un peu plus la transparence, un peu plus, on est dans un pays de soleil, de lumière, voilà, quelque chose d'un peu plus ouvert. Moi, ça me plaît bien. Ça change. Il est moche. Je suis désolée, je suis franche, il est vraiment moche. C'est-à-dire? L'architecture est moche. Pourquoi? Ah, je sais pas, j'aime pas. Coût total de l'opération, plus de 59 millions d'euros. Cette construction devient aujourd'hui le témoignage de notre patrimoine contemporain. Des Romains et du vin, clé du tourisme de demain. Nous sommes au musée de la Romanité, donc, dont on vient de voir les extérieurs. Dominique Dard, Elisabeth de Port-Sambarc, l'architecte, parle d'un dialogue architectural entre les arènes qui sont à 50 mètres et ce musée. Vous êtes d'accord avec... elle est très satisfaite de ce qu'elle a fait, vous aussi? Ah oui, je pense qu'il y a une harmonie qui s'est créée très rapidement entre cette façade de verre qui exprime toute la légèreté du projet et l'aspect puissant, massif des arcades de l'amphithéâtre romain, des arènes. C'était pas évident quand même au départ, parce qu'on l'a vu, il y a eu une grande réussite, hein, Monsieur Valade, c'est la Maison Carré avec le Carré d'Art juste à côté. Donc vous aviez déjà une expertise, une expérience dans ce domaine, d'arriver à faire comme ça, dialoguer hein, le passé et le contemporain. Mais là, c'est encore un monument nettement plus monumental auquel vous aviez affaire avec l'amphithéâtre romain. L'amphithéâtre est emblématique, c'est l'un des mieux conservés du monde romain, comme la Maison Carré d'ailleurs pour notre usage. Et il était très important que la créativité de Nîmes s'exprimât par une créativité esthétique de la part d'une architecte de haute volée. Donc il fallait un dialogue absolument à la hauteur de la célébrité du monument et de sa beauté, de sa simplicité architecturale aussi. Très bien, 5000 pièces exposées, Madame Dard, c'est ça qu'on va pouvoir découvrir à l'intérieur, qu'on peut dès aujourd'hui venir découvrir à l'intérieur de ce musée? Oui, on peut découvrir aussi bien des pièces très petites comme des monnaies,
comme des pièces beaucoup plus monumentales. Et je pense notamment à l'angle du fronton de l'entrée monumentale du sanctuaire de la Fontaine que nous avons pu reconstituer dans l'atrium du musée. Que des vestiges qui ont été découverts, mis au jour à Nîmes? Ah oui, 90% des objets présentés sont d'origine locale ou régionale. Seuls quelques objets de collection du 19e ou du début du 20e siècle proviennent de beaucoup plus loin. Alors quel est l'enjeu? On vient de parler du contenu, maintenant l'enjeu de ce musée, c'est de faire venir les touristes qui découvrent l'amphithéâtre au musée, c'est d'en faire venir d'autres ou est-ce que ce seront les mêmes? Madame Dard d'abord et puis peut-être Monsieur Valade ensuite. Alors l'enjeu c'est de s'adresser au public le plus large possible. Les musées ont eu trop tendance dans le passé à ne concerner que des érudits, des spécialistes. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies en particulier, nous pouvons essayer de drainer un public extrêmement vaste. Et c'est bien sûr notre objectif. Faire venir des touristes. Tout à fait, Rome n'est plus dans Rome, Rome est à Nîmes. Et on le sait par le vaste monde grâce aux nouvelles technologies et grâce à vous. À partir de là, nous accueillons l'ensemble des passionnés, que ce soit des spécialistes d'histoire ou que ce soit les familles qui viendront s'immerger dans un lieu d'exactitude scientifique et de pédagogie. Et je rends là hommage à Dominique Dard qui depuis des années travaille sur le projet scientifique et culturel pour faire de ce lieu un lieu d'exception culturelle. Clairement, il a été identifié comme mission pour ce musée de faire augmenter le nombre de touristes qui viennent à Nîmes. Oui, mais il faut que les Nîmois continuent à s'approprier leur patrimoine. Ils en sont immensément passionnés. Nous avons également à cette occasion, et Dominique Dard a sélectionné des pièces magnifiques qu'elle a fait restaurer et qui sont présentées ici avec une immense pédagogie et un sens de la didactique qui va sensibiliser chacun. Donc je crois que la beauté esthétique des pièces qui sont authentiques encore une fois et qui sont spécifiques à Nîmes vont attirer l'ensemble des passionnés d'une part de la civilisation romaine mais aussi de l'art en général. Nous sommes là dans un lieu d'art. Jacques-André, vous êtes spécialiste, enfin vous naviguez vous entre le patrimoine et le tourisme, vous avez travaillé sur le pays Cata, vous avez travaillé également au Canal du Midi, vous êtes le directeur, vous avez été le directeur du musée du Canal du Midi. C'est une bonne carte à jouer ça pour Nîmes, de mettre en avant son patrimoine historique avec ce nouveau musée? Bien sûr. Vous l'avez dit en introduction, l'élément d'attraction de cette ex-région Languedoc-Roussillon, ça a été son littoral pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un modèle qui s'essouffle. Il va falloir le réformer. On le voit à travers notamment tous les travaux, les aménagements qui ont pu être réalisés sur la Grande Motte. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu majeur, c'est le développement et la valorisation du patrimoine sur ce qu'on peut appeler l'arrière-pays, c'est-à-dire la bande rétro-littorale, où là, effectivement, on a un patrimoine qui est multiforme. C'est la romanité ici, c'est le no-tourisme, on en parlera tout à l'heure, c'est la valorisation du patrimoine naturel, c'est vraiment une matière première qui est malléable et qui aujourd'hui ne doit être qu'au service non pas que de la découverte, mais aussi d'un enjeu économique. La finalité pour moi du tourisme, c'est un enjeu économique. Il faut aujourd'hui faire profiter aux acteurs, aux professionnels du tourisme, de la manne que représentent les visiteurs qui arrivent sur un territoire comme celui-ci. C'est à la marge ou est-ce que c'est vraiment la clé du tourisme de demain ? Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu majeur. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, sur des territoires qui sont en difficulté économique, comme on peut le rencontrer notamment chez nous, on a des enjeux de valorisation. La restauration est un enjeu, la valorisation, et derrière, l'optimisation des retombées économiques. C'est relativement simple quand on s'y prend correctement, dans le cadre d'un vrai projet de développement. Mais effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Donc il y a des investissements réalisés, et puis il y a une conduite, une ingénierie qu'il faut mettre en œuvre. Madame Dard, est-ce qu'on vous a dit, quand on vous a confié la mission de concevoir un petit peu le contenu de ce musée, est-ce qu'on vous a dit, voilà, au Pont du Gard, il y a plus d'1 million de visiteurs, dans les arènes de Nîmes, 330, 340 000, il faut que les gens du Pont du Gard viennent à Nîmes? Oui, c'est implicite. D'ailleurs, vous savez, sans la cité antique de Nîmes, le pont du Gard n'existerait pas, puisque c'est le pont de l'aqueduc romain qui alimentait la ville de Nîmes en eau. Et il y a ce que nous espérons surtout, c'est qu'il y ait une synergie entre tous ces sites. Le pont du Gard, bien sûr Nîmes et le musée de la Romanité, mais aussi tous les autres musées, les anciens musées archéologiques de cette région du sud de la France. Oui, parce que
Nîmes a désormais son musée, mais Arles en a déjà un depuis bientôt 20 ans maintenant, et Narbonne d'ici 2 ans. Donc là, il va y avoir une concurrence qui va s'établir quand même dans la région. Il y a une fraternité, une complémentarité. La Via Domitia nous unit, donc chacun passionné par la civilisation romaine ou simple touriste curieux, eh bien, viendra ou viendront voir les sites différents. L'important est que notre région soit irriguée par cette curiosité intellectuelle, cette passion que nos amis vont démontrer par rapport à notre patrimoine. Les patrimoines sont différents. Comme nous le disions, toutes les pièces sont authentiques et inédites. Donc ce qu'on voit à Nîmes, ce n'est pas ce qu'on voit à Arles ou ce qu'on verra à Narbonne. Donc il y a là une différenciation, une complémentarité et chacun aura à cœur de voir tous les sites. En même temps, quand vous dites Nîmes, c'est la Rome française, vous vous mettez quand même très en avant par rapport à Arles et Narbonne qui quand même a joué un rôle majeur, central à l'époque des Romains. Oui, mais le temps a passé. Donc nous, On a un peu oublié ? Non, pas du tout. Mais nous voulons faire vivre le patrimoine. Nous le restaurons, nous le protégeons. C'est un héritage exceptionnel que nous devons transmettre. Eh bien, nous le valorisons aussi, puisque à 2 pas d'ici, dans les arènes de Nîmes, se passent des spectacles innombrables, que ce soit les formes de tauromachie, 25 concerts l'été, de la boxe, du tennis, des rencontres économiques aussi au cœur de la piste sous tente. C'est là un cadre exceptionnel d'une qualité immense. Et nous en sommes très très fiers. Nous accueillerons volontiers nos amis de Narbonne et d'Arles lorsqu'ils voudront nous venir nous rejoindre. Comment Madame Dard, vous analysez le fait que les Romains soient vendeurs? On a vu le développement des grands jeux romains à Nîmes ces dernières années. Comment ça se fait qu'ils attirent et qu'ils font venir autant de monde aujourd'hui? C'est une grande civilisation qui se caractérise à la fois par des réalisations architecturales exceptionnelles. Il faut bien dire que des monuments tels que les amphithéâtres, tels que des temples comme celui qui est aussi bien conservé à Nîmes, la Maison Carrée, surtout quand ils sont, quand ils sont passés à la postérité, sont très spectaculaires. Et cela stimule l'imagination des visiteurs, que ce soit des étrangers ou même des visiteurs des autres régions. Par ailleurs, l'archéologie qui s'est beaucoup développée au cours des dernières décennies, je pense notamment à l'archéologie préventive, a beaucoup sensibilisé le public à cette période romaine. Nos collègues archéologues, je pense notamment à ceux de l'INRAP, qui pratiquent cette archéologie de sauvetage, cette archéologie préventive, font une très belle communication à l'heure actuelle. Oui, on l'a vu. Participer le public. On l'a vu avec l'émoi suscité avec la mosaïque découverte à Uzès. Il y avait eu quand même une polémique qui s'était créée autour. On avait senti quand même qu'il y avait cet attachement des gens d'Uzès à leur patrimoine. Il y a une actualité permanente de la romanité, puisque notamment à Nîmes, quand on creuse, on trouve. Donc on a trouvé cette merveilleuse mosaïque de Panthée, on a trouvé les fresques qui étaient écroulées, des murs écroulés sur la mosaïque. C'est tout à fait extraordinaire. Très régulièrement, nous trouvons des éléments phénoménaux de beauté antique de cette civilisation méditerranéenne au cœur de laquelle nous sommes. Jacques-André, exploiter ce filon des Romains, est-ce que c'est pas quand même un petit peu dangereux également parce que la région n'est pas très grande? Ce musée donc qui ouvre à Nîmes, bientôt un autre qui va s'appeler Narbovia à Narbonne, ça fait quand même 2 musées consacrés au même thème à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. C'est un risque, mais comme le disait monsieur, effectivement, il faut jouer la complémentarité. C'est le renvoi d'un site à l'autre qui est intéressant. Il faut que tout le monde profite de cette manne touristique. Oui, mais est-ce qu'ils vont se parler, ces 2 musées? On demandera à Madame Dard tout à l'heure, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en doute pas. Mais il faut savoir qu'effectivement, de toute manière, ça correspond à la réalité de notre territoire. Même sur Agde, nous avons aussi des marques de ce patrimoine romain, avec l'ancienne Via Domitia, avec le pont qui enjambe l'Hérault sur Saint-Ibéry. Voilà, donc c'est un patrimoine commun qu'il faut valoriser de toute manière. Le no-tourisme, c'est un patrimoine commun parce que c'est un marqueur de paysage, c'est un marqueur architectural avec les caves, avec les propriétés. Donc voilà, c'est notre matière, il faut la travailler de façon expérimentale. Donc chacun trouvera sa position et jouera l'articulation parce que c'est de toute manière l'enjeu qui devra être résolu. Il faudra y répondre de toute manière. Madame Dard, il y a également un autre enjeu, c'est de satisfaire les touristes d'aujourd'hui qui sont férus aujourd'hui de nouvelles technologies. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'on va pouvoir comme ça découvrir des nouveaux moyens pour accéder à la culture?
Ah oui, bien sûr. Nous avons basé une grande partie de notre médiation culturelle sur les nouvelles technologies. En effet, de nombreux documentaires audiovisuels et des dispositifs multimédia et notamment des dispositifs interactifs sont présents dans ce musée. Nous en avons dénombré 64 sur l'ensemble du parcours. C'est une aide aux visiteurs. Je considère qu'ils sont là en complément du discours que l'on tient habituellement dans les musées. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première partie de Dimanche en politique. On va maintenant s'intéresser au deuxième aspect de l'émission. On a parlé des Romains, on va maintenant parler du vin avec le boom de l'œnotourisme. Je vous propose tout d'abord d'aller à la rencontre d'un jeune vigneron héroltais qui, par nécessité économique, s'est lancé dans l'accueil de touristes il y a quelques années et qui est loin de le regretter. En 2009, Nicolas Viguier prend la tête du vignoble familial dans les environs de Castries. L'état des finances est préoccupant. Nicolas joue alors la carte de l'œnotourisme et décide de prendre de la hauteur. Son idée, louer des cabanes perchées sur des arbres, et ça marche. On voit qu'il y a vraiment une vraie dynamique qui s'est créée autour de notre œnotourisme qu'on propose ici au domaine. Et c'est très complémentaire avec notre activité vin. De seulement 5 à 10% de notre production que nous vendions par le passé directement sur le domaine, avec la même superficie, aujourd'hui nous en vendons la moitié. Donc on voit qu'il y a un vrai retour et que les gens sont demandeurs et que ça fonctionne. Voilà. Escapade vigneronne, foire au vin, bientôt des gîtes, l'offre touristique du domaine s'étoffe. Seul regret pour Nicolas, l'absence d'un guide de l'œnotourisme en Languedoc-Roussillon, comme cela se fait en vallée du Rhône. Que ce soit du plus petit qui peut proposer une simple visite de son domaine ou de sa cave, au plus gros qui va proposer tout un tas d'activités, parfois de la restauration, de l'hébergement, tout le monde est regroupé ensemble dans un même guide et le visiteur va choisir ce qu'il a envie d'aller voir. À quelques kilomètres de là, à Saint-Christol, un autre visage de l'œnotourisme régional, Viavino. Un pôle ambitieux qui regroupe caveaux, restaurants, ateliers dégustation, vignes pédagogiques. Tout pour mettre en valeur les produits du pays lunélois. Donc là, vous avez 4 producteurs. Oui. Et après, ils sont classés aussi par rapport à leur acidité et par rapport à leur taux de sucre. Viavino est une structure publique, un investissement de plus de 7 millions d'euros. Aux opposants et aux sceptiques, Jean-Luc Bergeon, l'initiateur du projet, répond par des chiffres. Ici, sur Viavino, c'est 40 000 visiteurs par an, c'est 1 million d'euros de dépenses in situ, mais c'est ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'est maillé autour. Des lieux d'hébergement qui se sont créés dans les anciens domaines viticoles, les anciennes bâtisses du 18e, 19e siècle, une résidence de tourisme de 150 lits sur Saint-Christol, des parcs de loisirs, mais aussi d'autres activités sur le Vidourle, etc. Donc c'est vraiment un maillage économique lié à l'agritourisme et au tourisme sur un territoire. Vin et tourisme, deux mondes qui apprennent à vivre, non plus l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. Un mariage où tout le monde est gagnant. Des Romains et du vin, clé du tourisme de demain, nous a rejoint pour en parler Claude Barral. Bonjour, vous êtes le vice-président département de l'Hérault chargé de l'économie et du tourisme. Et alors à ce titre, vous êtes venu bomber le torse avec un nouveau produit, une première en France, c'est l'œnotour. On en entend parler à la radio et ça vient d'être lancé. Voilà, le guide de l'œnotour, le voilà. Il est là, c'est une initiative du département. Nous avons passé un partenariat avec le guide du Routard qui va sortir son premier guide œnotouristique en 2019. Et le pari que nous nous sommes fixés, c'est de faire de l'Hérault, mais le Gard et l'Aude en profiteront, la première destination œnotouristique en Europe. Carrément. Nous avons beaucoup d'atouts dans l'Hérault. L'Hérault pèse 30% du tourisme de l'Occitanie. On est premier département de la région. On est 4e département de France pour le nombre de nuitées et on est première destination des Français pour leurs vacances. Donc nous avons des atouts extrêmement importants. Nous espérons monter sur la 3e marche. Nous espérons passer devant les Bouches-du-Rhône parce que les deux premiers départements sont les Alpes-Maritimes et le Var. Et 3e Bouches-du-Rhône en nombre de nuitées et nous 4e avec 39 millions de nuitées en 2017. Alors il y a une logique à cela. C'est vrai que le
la viticulture et le tourisme sont les deux activités principales dans l'Hérault. Donc, créer une synergie entre ces deux secteurs économiques, ça paraissait en effet tout à fait logique. Maintenant, notre région n'est pas la plus visitée, même s'il y a un boom de l'onotourisme en France depuis quelques années. On compte à peu près 10 millions de touristes qui viennent donc pour découvrir les terroirs, hein, les vignobles français. Mais notre région est quand même 5e derrière le Bordeaux, loin devant, la Champagne évidemment, l'Alsace et la Bourgogne. Il y a quand même beaucoup de retard qui a été pris. Les vignerons n'ont pas pris le train suffisamment tôt. Ah non, ce ne sont pas les vignerons qui ont pris du retard. Les vignerons du Gard ou de l'Hérault, du Languedoc, ont fait des efforts comme aucune catégorie professionnelle n'ont réalisé depuis 50 ans. Est-ce qu'ils ont vraiment réalisé ? Le retard était tellement énorme par rapport à la Bourgogne, au Bordeaux, au vin d'Alsace, etc., qu'on est en train de rattraper un retard considérable. Souvenons-nous des affirmations de certains ministres sur la bibine du Languedoc, etc., etc. Donc ça, c'était une réalité. Et aujourd'hui, vous avez les revues spécialisées américaines, par exemple, qui disent que le devenir majeur de l'onotourisme et de la mise en valeur des produits de la viticulture, c'est le Languedoc, et dont l'Hérault, évidemment. Donc les choses évoluent considérablement. Là aussi, hein, il y a une carte à jouer pour le secteur que vous représentez du Cap d'Agde à Pézenas. D'ailleurs, vous en faites vous aussi l'écho, puisque j'ai lu sur votre site, la culture de la vigne se perpétue en Val d'Hérault depuis l'époque romaine. Chemin de traverse pour explorer la plaine viticole autour de Pézenas. Donc on voit bien qu'il y a un effort et il y a. Alors est-ce qu'on considère ça encore comme une niche ou est-ce qu'il y a vraiment un vecteur de croissance là avec le no-tourisme ? On avait même pris un peu d'avance avec les Romains puisque c'est les Grecs qui ont installé la vigne sur le territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment notre matière première. Elle a structuré la vigne, a structuré tout notre territoire. C'est notre sociologie, c'est notre paysage, c'est notre patrimoine. Donc c'est plus qu'une niche, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous accompagnons 98 domaines ouverts au public. Donc bien entendu, il y en a bien plus en producteurs. Et parmi ces gens-là, il y en a une vingtaine qui sont en culture raisonnée, agriculture bio et autres, qui ont des démarches environnementales. Donc on est vraiment dans une logique de fond, qui dépasse le cadre anecdotique. Et derrière, effectivement, cette matière, il faut la travailler. Donc, il faut sortir du cadre qui a été établi il y a quelques dizaines d'années par nos amis bordelais et bourguignons, où on était sur la dégustation. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. C'est comment on va dormir, manger chez un producteur, comment on va effectivement le découvrir, comment on va travailler aussi, faire la vendange, faire la taille, par exemple, tout ça. Et puis derrière, comment, d'une manière générale, tous ces producteurs vont s'inscrire dans le schéma touristique local. Voilà, par la randonnée, par, pourquoi pas, des spectacles, des animations. On a créé le déjeuner des vignes. Derrière, on a des grosses animations telles Vinocap qui s'est passé il y a 15 jours. On a quand même 70 à 80 000 personnes sur 3 jours, ce qui est colossal, avec des retombées de 2 millions sur la station, mais qui rebondissent dans l'arrière-pays par les retours caveaux. Mais alors, il faut demander aux vignerons de devenir des géos, des gentils organisateurs, parce que ça demande quand même des talents d'animation, tout ça, pour recevoir, animer. Le vin, c'est un élément majeur de la convivialité, qui fait intégralement partie de notre culture. C'est même un produit culturel. C'est plus un produit énergétique, c'est un produit culturel. En fonction du vin que l'on boit, on s'assimile à un modèle socio-culturel. Donc, oui, mais pour organiser des randonnées, des visites, pas distinguer la viticulture de la convivialité, de la culture, de l'histoire de ce territoire. Tout se mêle parce que l'habitant de l'Hérault ou du Gard ou le touriste, il est pluridimensionnel. Il peut parfaitement aller le soir dans un mas, assister à un concert de musique, dîner et goûter le vin. Le lendemain, il peut aller à la plage, parce que sinon, que dans l'Hérault, 80% de l'activité touristique, c'est le littoral. Et notamment avec le poids notamment du Cap d'Agde. Le surlendemain, il peut aller au Printemps des Comédiens ou à Montpellier Danse. Il peut après aller faire de la varap sur l'Ortus. Il peut aller visiter les grands sites de France que sont Navacelles ou les Gorges de l'Hérault. Donc tout ça se tient. Il faut et le no-tour qui est notre ADN. Qui fait référence à notre ADN, à l'histoire. Les paysages ont été façonnés par la viticulture. Et les paysages, c'est un atout majeur en matière de développement touristique. Eh bien, c'est à partir de ces
de cette vérité historique, de cette réalité historique, qu'en liaison avec notamment les offices intercommunaux du tourisme et la région, nous allons pouvoir précisément mettre de la prégnance sur les activités des micro-territoires. Parce qu'il y a 24 routes des vins dans l'Hérault. On a relié tout ça, mais il y a 24 routes des vins qui sont actées sur le concept de vignoble et découverte, qui est un label national. Voilà, et qui sont parfaitement cette fois-ci identifiés. Daniel Jean Valade, je vous voyais boire les paroles de Claude Barral. Il faudrait faire ça au niveau régional. C'est ce que regrettait d'ailleurs dans le reportage un vigneron, c'est que cette route, en fait, telle la Via Domitia, parcourt tout le Languedoc-Roussillon. Alors je buvais ces paroles, mais moi je bois surtout du Costière de Nîmes, voyez-vous, qui est une excellente appellation. Les vignerons, effectivement, de notre région ont fait des efforts énormes. La qualité est à l'ordre du jour et tout cela est tout à fait remarquable. Il faut les remercier de leur abnégation et de leur sérieux et de leur créativité. Est-ce que ça peut faire venir une nouvelle clientèle? Parce qu'on voit que la clientèle la plus dynamique, c'est la clientèle étrangère. Est-ce qu'elle peut venir justement sur Nîmes avec cette double volonté, cette double envie, celle de découvrir les Romains et le vin? Oui, il faut rappeler effectivement que les Romains et le vin, mais le titre de votre émission est tout à fait bien choisi et remarquable. Donc c'est la cible même. Il faut effectivement que chacun du monde entier vienne ici pour découvrir le patrimoine romain et les vins que nous avons aujourd'hui, qui sont les héritiers des vins romains. Et nous avons d'ailleurs dans le musée de la Romanité des éléments archéologiques très importants autour du vin. Ça, c'est l'élément comment dire, patrimonial. Mais effectivement, il faut avoir eu, comme nous avons un lien entre Narbonne, Nîmes et Arles et inversement, eh bien, il faut que toutes ces appellations, ces crus, puissent collaborer afin que chacun prenne sereinement le temps de tout découvrir, de tout comparer. Nous avons même dans le département du Gard plusieurs propriétés qui travaillent le vin à la romaine. Elles sont installées sur des villas romaines, elles pratiquent les vendanges à la romaine, on peut aller fouler soi-même la vendange et ensuite il y a des vinifications spéciales. Voilà un bel atout. Jacques-André, dernière question pour clore ce débat. Cette clientèle, ce sont aussi des gens qui dépensent plus. Faut le dire très clairement, c'est une clientèle, c'est des touristes qui ont un pouvoir d'achat plus important que ceux qui fréquentent le littoral. Il y a une logique à tout cela aussi. Tout à fait, oui, bien sûr. On a une forte représentation de la clientèle, notamment nord-européenne, qui s'explique par rapport aux infrastructures, l'arrivée des compagnies low cost sur Béziers, Cap d'Agde. Effectivement, et puis c'est une clientèle qui est en recherche d'art de vivre. Vous le disiez tout à l'heure, c'est de l'odisme. Les gens, ils sont là pour déguster un pic-poule au bord de l'étang de Thau avec des huîtres de Bouzic. Voilà, tout ça, ça prend une dimension, une poésie remarquable. Et c'est ce qu'on est capable d'offrir aujourd'hui en s'appuyant uniquement sur notre matière première, le soleil, la mer, la vigne, voilà, on ne cherche pas plus, mais pas moins non plus. Il faudra un niveau de qualité. On va vous souhaiter une bonne saison touristique, une bonne saison estivale à tous les trois. La semaine prochaine, je vous donne le thème, le prochain Dimanche en politique posera une question: qu'est-ce qui fait gagner la région, avec une fin de saison exceptionnelle pour les clubs du Languedoc-Roussillon qui raflent chez les filles et chez les garçons tous les titres et sur tous les terrains. Excellente journée sur France 3.